Le Parlement vient de voter l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. C'est fait et c'est une avancée majeure. Les réseaux sociaux contaminent les esprits de nos enfants et de nos adolescents. La semaine dernière, le Parlement a adopté une loi interdisant aux moins de 15 ans d'être sur les réseaux sociaux, imposant ainsi aux plateformes de mettre en place des vérifications d'âge pour tous les utilisateurs. Et autant vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité. Il y a ceux qui trouvent cette loi débile et inefficace, ceux qui s'inquiètent des cyberattaques. Et puis tout ça pose une question de conservation des données, mais mettre ces cartes d'identité comme ça dans des machines... Ou encore ceux qui accusent le gouvernement de dérive autoritaire. Vous créez les conditions d'un contrôle social inédit dans nos sociétés. Qu'en est-il réellement? Cette loi est-elle une fausse bonne idée? Quelles sont les réelles intentions du gouvernement concernant le contrôle des réseaux sociaux? Emmanuel Macron va-t-il se laisser pousser la moustache? Démêlons tout ça, et je dirais même plus, décryptons. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, sentez-vous libre de la liker, de commenter et de vous abonner. Pour nous soutenir financièrement, vous pouvez acheter le journal Valeurs Actuelles. Et dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, il fait aux alentours de 62 degrés Celsius. Donc le premier commentaire qui me dit « gna 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 tu brilles », je le signale pour incitation au terrorisme. Je plaisante. Depuis 2 ans, le danger des écrans pour les jeunes est l'un des chevaux de bataille d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il disait lors d'une conférence de presse consacrée aux élections législatives de 2024. Tous les experts le disent, l'addiction aux écrans est le terreau de toutes les difficultés. Le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Discours qui avait suscité l'indignation de Sandrine Rousseau, et non de son compte parodique Sardine Ruisseau. Si je vous dis que ça me fait rigoler, est-ce que vous me répondez que je soutiens le harcèlement en ligne? Oui. Je précise car le tweet peut porter à confusion. De quoi tu nous parles, mec? Le fascisme est aux portes du pouvoir et tu nous parles d'écran? Eh bien oui, malgré les scores terrifiants du RN dans les sondages de l'époque, Macron parle des écrans. Un mois plus tôt, une commission d'experts lui remet le rapport Enfants et écrans à la recherche du temps perdu. On y apprend que les enfants et ados entre 6 et 17 ans passent en moyenne plus de 4 heures par jour sur les écrans, et que ces derniers ont un possible impact sur la santé. Troubles du sommeil, sédentarité, risque pour la vue et retard de développement chez les tout-petits. Sauf qu'après ce beau discours, il se passe pas grand-chose. Il semblerait qu'entre une dissolution, une assemblée sans majorité et 3 premiers ministres ressentis 18, le danger des écrans pour les enfants ne soit pas tant prioritaire que ça. Il faut attendre mai 2025 pour que le sujet soit remis sur la table. Qu'on impose une vérification de l'âge dans les réseaux sociaux et qu'en dessous de 15 ans... Et cela pourrait passer le cas échéant. Et ça, oui, alors après... Il n'y a pas d'obstacle à vos yeux. En vérité, il n'y a pas d'obstacle par rapport à l'article 11, c'est une compétence qui est à l'Europe. Puis en juin, après le meurtre d'une surveillante par un élève à Nogent, Macron hausse le ton et réclame une interdiction rapide. On doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. On ne peut pas attendre. Quel est le lien direct entre cette affaire et les réseaux sociaux chez les jeunes? Il n'y en a pas. Le meurtrier les utilisait même très peu. Si on était taquin, on pourrait se dire que c'est un moyen, comme un autre, de créer un sentiment d'urgence pour que la loi passe avant la fin de son 2e mandat, si on était taquin. Et enfin, à la rentrée 2025, sort le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les effets psychologiques de TikTok, une plateforme décrite comme mettant les jeunes en contact avec des contenus toxiques et reposant sur une logique algorithmique addictive. La commission recommande alors l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans et un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. L'objectif et l'idée, c'est que les plateformes, c'est d'imposer aux plateformes l'extinction de leur plateforme à partir d'une certaine heure, en l'occurrence 22 heures. Oui, un couvre-feu. Un peu comme il y avait sur la chaîne télévisée Pee-wee à l'époque, pour ceux qui ont la ref. À partir d'une certaine heure, plus aucun dessin animé n'était diffusé et à la place, il y avait des planètes qui tournaient. Fais de beaux rêves! Voilà, ça parlera peut-être à 6 personnes. C'est en se basant sur les recommandations de ce rapport que la députée Renaissance Laure Miller dépose en novembre 2025 la proposition de loi
depuis remanié notamment avec la suppression du couvre-feu à la Piwi, qui a été définitivement adopté par le Parlement ce mardi 21 juillet et que le gouvernement souhaiterait faire appliquer à partir de la rentrée. Mais que contient exactement ce texte ? Eh bien, la mesure centrale tient en une seule phrase: l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de 15 ans. Un truc important à noter ici, c'est la grammaire. Ce sont les enfants qui sont interdits d'accéder aux plateformes, pas les plateformes qui ont interdiction de fournir leurs services aux moins de 15 ans. Ensuite, comme aucun enfant de 13 ans ne va recevoir une amende pour avoir ouvert un compte sur les réseaux, et j'entends déjà les il pourrait. Non, on laisse des mecs qui cassent des vitrines et puis des magasins s'en tirer avec un rappel à la loi, donc on ne va pas condamner un gosse pour la création d'un compte TikTok. Il se condamne de toute façon déjà très bien lui-même en faisant ça. Mais donc il faudra bien, en pratique, obliger les plateformes à vérifier l'âge de leurs utilisateurs pour bloquer les plus jeunes. Or, vous l'aurez remarqué, dans la phrase « l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de 15 ans », il n'y a rien qui indique la façon dont les plateformes doivent s'y prendre pour vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Mais notre gouvernement a quand même émis quelques idées. Des idées qui font grincer pas mal de dents. Déjà, première chose, il faut bien différencier estimation d'âge et vérification d'âge. L'estimation d'âge, c'est pas une technique sûre à 100%. Ça peut passer par un selfie, ou bien par le fait de regarder à quel service son adresse mail est associée, quand elle a été créée, pour quel site, etc. La vérification d'âge, elle, passe, pour simplifier, par la carte d'identité. Et comme personne de censé ne va s'amuser à donner accès à Meta ou aux autres plateformes des infos aussi sensibles, eh bien le gouvernement se veut rassurant. Le mot magique ? Le double anonymat. Double anonymat. Double anonymat. Double anonymat. Le principe est simple, vérifier ton âge sans que le site ne sache qui tu es et sans que le vérificateur, qu'on appelle dans le jargon le tiers de confiance, ne sache quel site tu consultes. Un terme rassurant certes, mais trompeur, puisque le tiers de confiance sait parfaitement qui tu es. Donc anonymat, mon œil. Pas vrai, mensonge, mensonge, faux décor, mensonge, perroquet. Ensuite, une fois qu'il a reçu ta carte d'identité ou ton identité numérique, il te file un petit jeton numérique qui dit à la plateforme que tu veux utiliser si oui ou non tu as plus de 15 ans. On appelle ça un ZKP, pour Zero Knowledge Proof, ou en français, preuve sans divulgation. Le gouvernement n'a pas confirmé officiellement que c'était la méthode qui allait être utilisée dans le cadre de cette loi, mais c'est la plus probable, et la plus sûre, en théorie. Car en pratique, rien ne nous dit qu'on peut faire confiance au fameux tiers de confiance, qu'il soit public ou privé. Les services numériques de l'État ont montré à maintes reprises qu'ils n'étaient pas assez robustes pour parer les cyberattaques. En novembre 2025, un système d'information dépendant du ministère des Sports a été piraté. En décembre de la même année, c'est au tour du ministère de l'Intérieur de subir une cyberattaque. Toujours à la fin de 2025, le compte d'un personnel de l'Éducation nationale a été usurpé afin d'exploiter une faille dans un service annexe à EduConnect. Ensuite, en janvier 2026, 160 000 documents provenant de 70 000 dossiers ont été exfiltrés de Hubby, la plateforme utilisée lors de certaines démarches faites sur servicepublic.fr. En avril, c'est la NTS, le portail servant notamment aux demandes de carte d'identité, de passeport ou de permis de conduire, qui a détecté une intrusion. Et ceci est une liste non exhaustive. Autant vous dire que ce n'est pas rassurant. Et ce n'est pas forcément mieux concernant les tiers de confiance privés, comme nous l'a montré le piratage d'un partenaire de Discord en octobre 2025, qui a potentiellement fait fuiter les documents d'identité de 70 000 utilisateurs, justement fournis dans le cadre de vérification d'âge. Mais pas de panique, car Ursula von der Leyen est là pour nous sauver. Our European Age Verification app is technically ready and soon available for citizens to use. It respects the highest privacy standards in the world. Il a fallu moins de 24 heures à un consultant en cybersécurité britannique pour contourner le système. Mais bon, comme l'a dit la commission, il s'agissait d'une application de démonstration et non le futur produit final. Rassuré ? Non. Donc, première inquiétude, les cyberattaques. Deuxième inquiétude, la dérive autoritaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, citoyens, avons des droits. Parmi eux, celui de naviguer et de communiquer sur Internet sans être systématiquement identifié, enregistré ou surveillé au préalable. Ça signifie pas qu'un internaute est impossible à identifier par la justice s'il commet une infraction. Mais en principe, nous ne devrions pas avoir à prouver notre identité avant chaque activité en ligne. Or, imposer à tous les utilisateurs de faire vérifier leur âge à l'aide d'un service d'identité numérique pour accéder à une plateforme vient, de facto, grignoter ce principe d'anonymat. Un anonymat que Macron voulait déjà supprimer en 2019. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat, et je crois qu'on doit aller vers des processus où on sait distinguer quand même le vrai du faux,
et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Car ça fait déjà plusieurs années que la majorité présidentielle, ainsi qu'une partie du bloc central, cherche à rendre les utilisateurs plus identifiables et à obtenir davantage de transparence sur les algorithmes. En 2025, Darmanin, alors garde des Sceaux, voulait que chaque citoyen ait une identité numérique propre. C'est-à-dire que chaque compte puisse être rattaché à une personne de chair et de sang. Plus tôt cette année, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, appelait à une mise au pas des réseaux sociaux. Et cela passe par une mise au pas des réseaux sociaux qui servent en quelque sorte de plateforme à un certain nombre de ces mouvements, de ces mouvances de l'international réactionnaire pour venir perturber le débat public. En mai dernier, c'est le député Renaissance Paul Midi qui dépose une proposition de loi visant à garantir le pluralisme politique sur les réseaux sociaux. L'algorithme qui choisit de vous envoyer proactivement sur votre newsfeed des vidéos, cet algorithme, il doit tenir compte des règles de pluralisme parce que, vous savez, on est en démocratie. Bon, en gros, il veut contrôler l'algorithme. Mais pour contrôler l'algo, d'abord faudrait-il comprendre en quoi consiste un algorithme. Et pour le moment, c'est pas gagné de la part de nos législateurs. Vous nous avez dit qu'il y a une rubrique actualité sur YouTube, facilement accessible. J'y suis en train de la regarder. Bon, effectivement, il y a une série de vidéos ou d'articles. Celle qui apparaît en premier, c'est l'AFP sur les images de la recherche de Liana, la petite fille. Qui choisit les articles ou vidéos qui sont ainsi mis en avant ? C'est un algorithme qui va choisir en fonction des sources présentes sur la plateforme. Quand on déroule un petit peu, on trouve d'autres reportages, France 24, RFI, France Culture, bon, d'accord. Et puis on tombe par exemple sur deux reportages de Frontières. On se dit pourquoi Frontières mis au même niveau que France Culture, que France 24, etc. Ça c'est l'algorithme. Effectivement, c'est algorithmique. Ouais. C'est individualisé le choix. Si moi je regarde, je n'aurai pas forcément la même présentation. On est d'accord ? Derrière tout ça, il y a une ligne éditoriale, même si elle est individualisée personne par personne. Et si vous me proposez tel article que vous ne proposez pas au sénateur Vial, il y a un choix et donc il y a Lui, c'était Laurent Lafont, président de la commission de la communication du Sénat. L'homme chargé de légiférer sur l'IA, la liberté numérique et la régulation des algorithmes. Ouais. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi cette volonté affichée de vouloir supprimer l'anonymat sur les réseaux sociaux et contrôler leur algorithme ? Eh bien, officiellement, ce serait surtout pour faire la guerre aux fake news, aux ingérences étrangères, aux pédocriminels et aux trafics illégaux. Mais ne soyons pas dupes. Si le terme de dérive autoritaire est un peu fort, on peut toutefois parler d'une volonté de contrôler ce qui est fait et dit sur Internet. Par exemple, en mai 2024, le gouvernement Attal n'avait pas hésité à ordonner le blocage complet de TikTok en Nouvelle-Calédonie pendant les émeutes, accusant la plateforme de contribuer à la diffusion d'appels de violence et à la coordination des troubles. Une décision que le Conseil d'État a ensuite jugée illégale. Sans déconner. Autre exemple plus récent, Martin Adjari, président de l'Arcom, qui annonce en juillet dernier que pour les présidentielles de 2027, l'Arcom allait sûrement réfléchir à imposer aux gros influenceurs les mêmes règles de pluralité auxquelles sont soumises les chaînes TV. Ce que l'on va sans doute regarder, c'est que ceux qui ont la plus grande influence, ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés ou de spectateurs, si je puis dire, on puisse leur demander de respecter les mêmes règles d'équilibre ou d'égalité entre les candidats qu'ils invitent et les mêmes règles de prudence, de modération dans le traitement de la campagne. Pas comme les médias classiques, quoi. Est-ce lié au fait que sur les réseaux, le bloc central est inexistant car elle a une com au mieux très gênante ? T'es taré ou quoi, toi ? Viens là, toi ! Oh, Gabriel, excuse-moi. Comment ça va ? Je suis désolé pour ma réac, je savais pas. Y'a pas de problème ? Peut-être. Mais imaginons un instant que l'on met nos inquiétudes perso de côté pour penser au bien-être des enfants. Est-ce que cette loi, si elle passe, car même si elle a été définitivement adoptée par le Parlement, des députés de LFI ont saisi le Conseil constitutionnel, est-ce qu'elle serait efficace ? Pour savoir si c'est efficace, il faut regarder ce qui a déjà été fait. À l'international, bien sûr, mais d'abord en France. Car il y a déjà une loi qui impose depuis 2025 à certains sites de vérifier l'âge de leurs visiteurs. C'est la loi SRN. Elle oblige aux plateformes proposant du contenu pornographique de mettre en place des systèmes de vérification d'âge plus robustes que « Avez-vous 18 ans ?» Sérieusement, qui a déjà répondu non ? Dénoncez-vous. Après cette loi, certaines plateformes, comme Pornhub et YouPorn, ont refusé de se plier aux exigences françaises et ont bloqué leur site dans le pays. Et d'autres ont joué le jeu.
Les différentes méthodes utilisées sont l'estimation de l'âge par le visage, technique imparfaite si tu es dans la tranche 17-25 et que t'as pas assez de rides, ou si, comme l'a rapporté l'organisation britannique Internet Matters, tu as 12 ans et que tu dessines une moustache sur ton visage. Nos jeunes ont du talent. On a aussi la vérification de la pièce d'identité par un tiers de confiance. Pourquoi confiance? Eh bien car en 2025, AI Forensics révélait que HGO, une entreprise vérifiant l'âge pour de nombreux sites porno, collectait l'URL complète de la page ou de la vidéo que l'internet souhaitait consulter. Petite pensée émue pour ces 10 internautes. Et puis une autre méthode, c'est la possibilité d'acheter un ticket de vérification d'âge à 1 € chez un buraliste. Là aussi, facilement contournable, car de la même façon qu'un adulte peut acheter un paquet de clopes pour ensuite le filer à un enfant, rien ne dit que le ticket acheté par un majeur n'est pas ensuite utilisé par un mineur. Enfin, dessiner une moustache, demander à un adulte de t'acheter un ticket, c'est se prendre la tête pour rien. Il suffit de s'abonner à un VPN pour faire croire au site que tu es basé dans un autre pays, et le tour est joué. Je n'incite évidemment pas à le faire, mais c'est de notoriété publique. Et par un heureux hasard, après le blocage des gros sites comme Pornhub et la mise en place des vérifs d'âge sur les autres, les différents VPN ont vu leur nombre d'inscriptions exploser. Plus 1000% pour ProtonVPN par exemple dans les 30 minutes suivant le blocage. Mais malgré ces divers moyens de contournement, un an après la mise en place des mesures, le temps passé par les 12-17 ans sur les sites porno aurait diminué de 35%. Car même si la loi ne rend pas l'accès impossible, elle le rend plus difficile. Surtout pour les plus jeunes qui se rendent surtout sur ce genre de site par curiosité ou pour frimer que par réelle nécessité d'évacuer, et qui ne sont pas désespérés au point de demander à leurs parents un ticket de vérification d'âge ou de gaspiller leur argent de poche dans un VPN. Le souci, c'est que pour eux, le besoin d'accéder à TikTok ou Instagram, eh bien il est beaucoup plus fort. Un préado australien sans smartphone racontait que lorsqu'il attendait le bus avec ses camarades, il n'y avait personne à qui parler car tout le monde scrollait à l'infini sur son écran. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Pour les parents, c'est donc dur de résister quand ton enfant vient te supplier à genoux et en pleurant de lui permettre d'avoir une vie sociale. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé le gouvernement australien en décembre 2025 à devenir le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, faire force d'autorité et permettre aux parents de ne pas lutter seuls. Mais est-ce que ça marche? Bien, selon l'étude du British Medical Journal datant de juin dernier, pas vraiment. 85% des adolescents de moins de 16 ans continuent d'utiliser les réseaux sociaux malgré l'interdiction. Donc, bilan d'efficacité plus que mitigé. Alors, est-ce que l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans est une fausse bonne idée? Bah, pas totalement. Sur le papier, l'objectif est difficilement contestable. Les réseaux sociaux sont conçus pour capter l'attention, ils exposent les plus jeunes à des contenus parfois violents, sexualisés ou anxiogènes, et les parents sont souvent bien seuls face à des entreprises qui disposent de milliards de dollars et d'algorithmes spécialement conçus pour que Mathis, 12 ans, passe 4 heures à regarder des vidéos de gens qui ouvrent des colis. En rendre l'accès plus difficile peut donc avoir un effet. Pas empêcher tous les adolescents d'aller sur TikTok, évidemment, mais une barrière, même imparfaite, peut retarder l'arrivée sur les réseaux et réduire leur utilisation, notamment chez les plus jeunes. Le problème, c'est la manière. Pour faire respecter cette interdiction, il faudra potentiellement demander à des dizaines de millions de Français de prouver leur âge avant d'accéder à des services parfaitement légaux. Et donc installer une immense infrastructure de vérification d'identité, confiée soit à l'État, dont on vient de voir les performances en matière de cybersécurité, soit à des entreprises privées dont le modèle économique repose parfois sur la collecte de données. Un choix cornélien à faire donc entre ceux qui perdent vos informations et ceux qui les revendent. Ah, je sais pas, j'hésite. Protéger les enfants, c'est donc très bien, mais quand une mesure destinée aux moins de 15 ans oblige potentiellement toute la population à sortir ses papiers d'identité pour regarder une vidéo YouTube, peut-être est-il raisonnable de se demander qui l'on cherche vraiment à surveiller.